Bonjour à tous, nous avons comme invité aujourd'hui Geoffroy qui est avec nous. Bonjour Geoffroy, Bonjour à tous. moi je suis Patrick Vigneault, je suis harmoniste d'entreprise et notre travail en tant qu'harmoniste c'est d'aider les entreprises à travailler sur leur culture, sur leurs fondamentaux et de mettre leur culture en action très concrètement, si ça veut dire comment on recrute mieux, comment on vend mieux, comment on s'organise mieux, comment on met les équipes en autonomie et comment on crée de la performance derrière parce que l'entreprise est cohérente et est alignée. Donc notre passion, c'est d'aider les entreprises à se développer, à franchir des étapes, à grossir, à scaler. Et on intervient pour toute taille d'entreprise, des grands groupes, des startups, des ETI ou des PME. Et moi j'ai un parcours en quelques mots à l'origine financière. J'ai été après dans des startups, dirigeant de startups, et après j'étais dans une banque d'affaires. Et depuis 8 ans, donc on est vraiment des spécialistes de culture d'entreprise. Alors culture d'entreprise, c'est la raison d'être, c'est la vision, c'est l'ambition, c'est l'organisation. Et c'est tous ces fondamentaux sur lesquels on travaille. Et après, on aide l'entreprise à les mettre en œuvre vraiment de manière concrète. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir comme Geoffroy, comme Chapka, des témoignages de dirigeants, des témoignages d'entreprises qui ont vraiment vécu à fond leur culture, qui ont une culture puissante au fur et à mesure des années, qui l'ont construite rapidement ou lentement, et puis qui l'ont surtout utilisée, qui l'ont utilisée concrètement pour mieux recruter, pour mieux mettre les équipes en autonomie. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Geoffroy, qui a la gentillesse de partager son expérience avec nous. Et je vais lui poser pas mal de questions sur le parcours qu'on a fait ensemble, parce qu'on a eu le plaisir d'accompagner Chapka et Geoffroy pendant 5 ans presque. Je ne sais plus très bien exactement combien de temps, mais c'était vraiment formidable. Jusqu'à la session d'entreprise, qui a eu lieu il y a à peu près un an, donc on en parlera aussi. Voilà, donc avec Chapka et Geoffroy, vous avez l'opportunité de voir un parcours complet d'entrepreneur, de TPE, voilà, il y a eu 3-4 personnes au départ, jusqu'à, je ne sais plus aujourd'hui combien de personnes, 35, 40 et tout le parcours qui a été accompli par Geoffroy. Alors j'en profite aussi des quelques minutes pour vous présenter Geoffroy en quelques mots. Geoffroy a un parcours, il a commencé au Club Med, donc il connaît bien les loisirs. Il a commencé chez Look Voyage pendant quelques années où il a appris effectivement tout ce qui est le monde des agences de voyage. Après il a travaillé dans une grosse compagnie d'assurance, AIG, pendant 6 ans. Et il a lancé en 2003 Chapka, dont il va nous parler dès maintenant. On y va Geoffroy ? Je suis prêt. Donc Geoffroy, dis-nous en quelques mots l'activité quand même de Chapka, qu'est-ce que vous faites? Alors Chapka, c'est un courtier d'assurance spécialisé en assurance voyage. Donc en fait, on ne vend que de l'assurance voyage et on la vend soit aux agences de voyage, donc en B2B, soit aux touristes eux-mêmes ou aux backpackers, aux étudiants, aux jeunes filles au père. Enfin, on s'adresse à toutes les populations qui voyagent. Donc voilà, il y a des voyages d'affaires aussi, les étrangers qui viennent en France. Voilà, c'est extrêmement large. On a une particularité, c'est qu'on vend évidemment 100% en ligne. Et c'est une société qui a été créée en 2002. Donc c'est pas une start-up, mais voilà, c'est l'esprit y est peut-être. Bon, donc si je comprends bien, si ma fille veut faire un tour du monde, je l'envoie chez Chapka, s'assurer et avoir une bonne assurance s'il y a le moindre problème, c'est ça? Exactement. D'ailleurs, j'ai déjà assuré. Ouais, c'est vrai, Tu sais j'en ai trois, t'en as assuré une déjà, c'est déjà bien, quoi. Bon, et quelques chiffres, en nombre d'effectifs peut-être, et de croissance, vous êtes passé de combien à combien de personnes? En fait, oui, on est passé de 1 à 40. En 2010, on était 4, hein, et maintenant on est 40. Donc c'est une croissance qui a été maîtrisée, en tout cas forte, je pense. Et le chiffre d'affaires est plutôt parle un peu plus, c'est-à-dire qu'on est passé en 2010 à 1 million d'euros de primes, à 40 millions d'euros de primes en 2018, à fin 2018. Donc c'est effectivement une croissance importante. Le nombre d'assurés, je ne sais pas si ça parle, mais on était à 100 000 en 2010, on est à 1 million d'assurés en 2019. Waouh, donc 1 million d'assurés, passer de 1 à 40 millions d'euros de volume d'affaires, ouais, non, c'est quand même, on est plus proche de la scale-up que vraiment de la PME, de la start-up. Alors, une des clés du développement, ça a été le marketing, hein. Il y a eu beaucoup de travail fait dans le marketing. Et notamment, je me souviens d'un événement important, ça a été vous avez osé lancer un film assez long, même voire plusieurs films, qui s'appelle Génération Expat, et qui ont eu un gros succès. Et ça a été vraiment un tournant dans l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors il y a deux piliers hein, chez Chapka, il y a l'informatique et le marketing. Si on parle de marketing tout de suite, c'est plutôt ma zone de plaisir, ça, le marketing.
cette capacité à se mettre au niveau des clients et à comprendre les clients et à vivre avec eux, je dirais, et partager avec eux des choses qu'on a en commun. Ça, c'est pour moi, c'est ça le vrai marketing. C'est-à-dire, on aime le voyage et eux, ils adorent le voyage. Voilà. Bon, à partir de là, bah, organiser un voyage, c'est chiant. Ça peut être un peu chiant pour certains. Puis alors, quand se présente le sujet de l'assurance voyage, alors là, bon, tout le monde est paumé. Donc, nous, on est là justement pour apporter la transparence, du conseil sur l'assurance voyage. Donc, c'est vrai que les gens ont des cartes bleues, ils ont l'impression d'être surassurés, ça marche jamais quand ils en ont besoin. Donc, on a essayé de casser ça et on a commencé par, pour avoir la confiance de ses clients, il a fallu créer une communauté. Hein, pour moi, se créer une communauté, c'était très important, une communauté de voyageurs. Patrick parle des films, je vais en reparler, mais on a créé aussi ce qu'on appelait les apéros voyageurs, qui nous permettaient de rassembler les voyageurs toutes les semaines. On allait boire un coup et chacun racontait son voyage ou son futur voyage à l'autre. C'était hyper convivial, que des jeunes, on a eu que des jeunes. Et l'apéro voyageur, ça continue, ça fait 10 ans qu'on les a montés avec une association de voyageurs et c'est toujours aussi sympa. Et de là, se sont greffés des blogueurs, des influenceurs voyage. Énormément de buzz s'est fait autour de cette communauté de voyageurs qu'on a animée à travers les réseaux sociaux. Et notre rôle, finalement, on s'est dit, bah, finalement, est-ce que c'est pas pour donner confiance, pour capter cette clientèle de jeunes voyageurs, est-ce que c'est pas de leur apporter du contenu, du témoignage et donc, on a pensé que leur apporter, réinvestir notre argent dans du contenu intelligent était la bonne chose. Donc, on a fait confiance à des petits jeunes, une petite société de production de films. Nous, on était producteurs hein, et eux, ils sont partis autour du monde filmer des jeunes voyageurs. Et donc, à travers des témoignages, ils ont sorti, là, on en est au 4e film. C'est des films qui durent 1 heure, effectivement, 56 minutes. Il y a eu Génération Working Holiday, Génération Expat, Génération Tour du Monde. Et là, le prochain film, il sort là dans un mois normalement, mais on va peut-être le reporter. C'est Génération Van Life, hein, c'est les jeunes qui partent en tour du monde, mais avec un camping-car. Voilà. Donc ça, c'est la tendance du moment. Donc on essaie de coller un petit peu à la tendance du moment. Donc ces films, on n'a pas voulu faire gnangnan, on a voulu faire quelque chose d'extrêmement en cohérence avec les valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire faire témoigner des jeunes à l'autre bout du monde qui sont partis voyager comme ça, qui ont tout quitté, qui sont partis faire leur tour du monde. Et on est allé les interroger sur place. C'est-à-dire qu'on a payé les billets d'avion à la société de production qui est allée en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis, au Chili. Enfin, ils ont sillonné le monde, mais dans tous les sens, pour aller interviewer ces jeunes. Et là, on a eu une très très bonne surprise. C'est-à-dire qu'on avait en face de nous des jeunes qui avaient des choses à dire, qui étaient hyper intéressants, qui faisaient pleurer, qui faisaient rire. Et on a fait passer de l'émotion et surtout, on a fait passer de la sincérité. C'est-à-dire qu'on n'était pas là pour dire le voyage c'est génial, machin. Non, le voyage c'est dur, c'est quelque chose, on quitte une zone de confort, etc. Enfin, c'est un peu bateau, mais finalement ça a bien marché parce qu'on a simplement apporté à une population qui souhaitait partir en voyage des témoignages réels de jeunes qui étaient déjà sur place. Et ça marche, mais alors c'est extraordinaire. Et ces films, à chaque fois, on a eu à peu près, le dernier c'est 1 million de vues, donc voilà, c'est extrêmement, je dirais, efficace. Les valeurs de l'entreprise, je vais revenir dessus, peut-être on va faire une transition, mais quand on dit faire de la transparence, de la simplicité, de la réactivité, c'est ça qu'attendent les jeunes aujourd'hui par rapport à l'assurance, par rapport à un fournisseur, par rapport à donner leur confiance. Ils ont besoin de clarté, de transparence, de simplicité. Donc on leur a apporté ça à travers ces films et c'est des valeurs qui aujourd'hui transpirent dans l'entreprise, enfin en tout cas j'espère toujours maintenant, mais qui nous ont permis d'avancer très vite. Alors, Geoffroy, je te propose on va revenir là-dessus parce que ma question d'après va être là-dessus. C'est passionnant. Je voudrais juste prendre du recul. Là, vous vous rendez compte qu'on parle d'assurance, on parle de courtage d'assurance et Geoffroy, en parlant de marketing, nous parle d'apéro. Il nous parle de films émotionnels. Il nous parle de choses dans lesquelles il montre les jeunes dans leur vraie dimension. Et dans une dimension plaisir. Et en fait, plutôt que de vendre une assurance voyage au meilleur rapport qualité-prix, ce qui était ça à l'origine,
Aujourd'hui, la raison d'être de Chapka, c'est permettre aux jeunes de se découvrir et de découvrir le monde. Et c'est de faire passer de l'émotion, c'est de leur rendre service, etc. Donc vous voyez, on est dans de l'assurance, mais faite de manière radicalement différente. Alors tu parlais des valeurs, c'est vachement intéressant. Donc les valeurs de Chapka, c'est de mémoire simplicité, c'est convivialité, c'est transparence et c'est réactivité. Et comment as-tu pu mettre ces valeurs aussi au service client? Le service client est très important puisque c'est le service qui répond à tous les appels, les mails, etc., qui donne les conseils aux voyageurs. Donc donc je crois que tu donnes des instructions très particulières à ton service client. Effectivement, pour résumer, le service client, aujourd'hui, il a pour mission de répondre aux coups de téléphone sous 3 sonneries maximum. Ça, c'est vraiment la première chose très importante. La deuxième chose, c'est de passer le plus de temps possible avec le client au téléphone. Et c'est surtout de ne pas avoir de discours tout faits. Ce sont pas des robots, ce sont pas des agents, je ne sais pas comment on les appelle dans les plateaux d'appel, mais ce sont des conseillers en assurance, mais ils doivent effectivement transpirer de ces valeurs de simplicité, d'empathie, de cordialité et de réactivité, c'est-à-dire 3 sonneries. Aujourd'hui, moi, le constat, c'est, et je dis pas ça, c'est un peu présomptueux, mais quand j'appelle mes concurrents pour faire un test, s'il y a quelqu'un qui répond, en général, il me dit, allez voir sur le site, tout est marqué. Donc, je suis parti à l'inverse, en fait, en disant, mais c'est pas ça que j'attends. Si j'appelle, c'est que je trouve pas ce que je veux sur le site internet. Donc, en fait, on a créé cette espèce de lien avec le service client pour qu'ils eux-mêmes aiment le voyage, eux-mêmes ont des cultures, ils sont en général binationaux et ils ont des cultures fortes et ils adorent le voyage. Donc, c'est vrai qu'ils instaurent avec le client une espèce de moment sympa où on va parler du prochain voyage. Hein. Ah oui, vous allez où? Vous allez au Costa Rica? Est-ce que vous avez prévu d'aller faire du surf à telle plage, etc. Enfin, tout ça, pour eux, c'est inné, quoi. Ça leur fait plaisir. Alors, Après, Geoffroy, je t'interromps parce que, alors, vous savez, Geoffroy, il est passionné et il est super bavard, donc j'essaye de garder un peu la maîtrise. Non, mais ce qui est formidable, là encore, je prends une petite pause avec de recul. Vous avez un service client qui parle vrai. Quand vous vous baladez à l'intérieur, ça parle toutes les langues. Ça parle effectivement plage de surf. Vous voulez faire de la plongée, attention, la plongée, etc. C'est pas garanti ou c'est garanti. Et en fait, notez bien que l'instruction que donne Geoffroy à ses équipes, c'est pas vous faites le maximum d'appels dans l'heure ou dans la journée, c'est que vous passez le maximum de temps à chaque appel pour donner le maximum de conseils. Et ça, c'est vraiment important. Et notamment de la transparence, par exemple, la valeur transparence qu'a Geoffroy, c'est dans la transparence dans les conditions générales, qu'est-ce qui est exclu, oui, pas exclu. Réactivité, là, une des valeurs de Chapka, réactivité, c'est les 3 sonneries, c'est l'ensemble des messages sont répondus, même par mail, etc., sont répondus dans la journée, sauf cas exceptionnel. Donc il y a vraiment là une application, une déclinaison des valeurs dans vraiment la capacité, dans ce service client. Alors il y a aussi un truc très intéressant que j'ai vu, Geoffroy, c'est que il y a pas mal d'appels, le dimanche, le samedi dimanche, il y a beaucoup de recherches sur le site internet et vous avez un afflux d'appels le lundi. Et ouais. comment vous gérez 3, 4, 5 fois plus d'appels le lundi que le mardi, mercredi, jeudi? Ça c'est simple, c'est que tous les gens qui entrent dans la société ont une obligation de passer au service client et de connaître parfaitement les produits vendus. Ça, c'est au départ, il y en a que ça choque un peu parce qu'ils m'expliquent qu'ils sont pas là pour ça, etc. Mais c'est absolument indispensable. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui est capable de répondre sur n'importe quel sujet concernant une assurance voyage. Je rappelle qu'on a à peu près 50 produits différents, on va dire. Hein. Et tout le monde connaît les subtilités des garanties, des exclusions. Et tout le monde est capable de répondre aux clients, au téléphone ou par email d'ailleurs. Et tout le monde est équipé du même système. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'assez fort qui oblige tous les salariés à vraiment comprendre à quoi ils servent et qu'est-ce qu'ils font là et que fait la boîte. Surtout quand la boîte grandit, on a tendance à oublier un petit peu ce que fait, à quoi on sert. Là, ça ramène tout le monde sur le terrain, ça ramène tout le monde dans les vrais trucs. Et surtout, l'autre avantage, c'est que tout le monde, à un moment donné, dans son métier, s'aperçoit que tiens, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Tiens, il m'a posé telle question, ce client, je vais peut-être en parler au service comptable, etc. Donc, c'est très, très vertueux. Voilà. Il y a un service sinistre aussi qui est très réactif, c'est-à-dire qu'on gère tous les sinistres, tous les emails sont gérés dans la journée. Donc, voilà. Si vous avez un sinistre avec votre carte bleue, par exemple, je vous invite à déclarer le sinistre, puis vous me direz quand. Enfin, voilà, les délais de réponse sont en général de plusieurs mois. Donc, voilà, on a essayé de prendre à l'envers le truc et d'apporter de la réactivité avec l'informatique et des valeurs fortes à travers le marketing.
Alors, ce qui est vraiment intéressant là Ah encore, oui. petit recul technique, vous voyez que face à cet afflux d'appels le lundi, comment vous faites? Est-ce que vous faites appel à une externalisation? Est-ce que vous recrutez 4 fois plus de personnes? Non. Ici, la société, ce qu'a fait Chapka, c'est que l'ensemble de l'entreprise répond. Il y a une procédure d'escalade par téléphone, hein, c'est d'abord le marketing, après, mais y compris les dirigeants répondent au téléphone le lundi pour effectivement répondre à cet afflux d'appels et être conforme à cette valeur réactivité. Et ça génère ces phénomènes de solidarité, ces phénomènes de connaissance par tout le monde des produits, de connaissance du client par tout le monde, et puis vous voyez, de finalement fierté d'appartenance et de solidarité, parce que tout le monde met la main à la pâte et s'entraide. Donc voilà, donc c'est vraiment une façon de faire très originale, que des dirigeants répondent aussi aux clients. Souvent, j'ai vu Geoffroy et Eric, on va parler d'Eric tout à l'heure, qui répondent au téléphone voilà, le lundi, parce que ça fait partie des principes de la société. Alors, une autre question, il y a eu à un moment donné, il y a eu quand même un bad buzz, parce que ta gestion de sinistre dont tu parlais à l'instant n'était pas réalisée par Chapka, vous étiez vraiment dans la vente, dans la commercialisation, mais s'il y avait un sinistre, c'était une société partenaire qui le faisait, et qui visiblement, ça se passait pas forcément selon vos critères en termes de réactivité, de transparence, de convivialité. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour gérer ce début de bad buzz qui était sur les réseaux sociaux? Ouais, ça c'est un truc que Patrick m'a appris, c'est de virer tous les gens qui sont nocifs. Je vais commencer plutôt par le client. Quand j'ai rencontré Patrick, je venais de signer avec un très gros client, une des plus grosses agences de voyage en ligne. C'était pour moi ma plus grande fierté, ma plus grande source de profit. C'était pour moi un pied à l'étrier pour faire exploser la société. Et puis au bout d'un an, 2 ans, Patrick m'a vu, il m'a dit, bon, Geoffroy, est-ce que tu es sûr que ton client il est dans ton ADN et est-ce qu'il a les mêmes valeurs que toi? Et en fait, j'ai bien réfléchi, ce client était devenu odieux, était devenu, je dirais, irrespectueux, il était devenu compliqué. Donc, Patrick m'a dit, toi, tu t'en sépares. Voilà. Je n'y croyais pas mes yeux et on l'a fait. Et ça m'a permis de faire d'autres choses qui ont permis à la société de grandir. Donc, c'était juste un premier point extraordinaire. Patrick parlait d'un prestataire extérieur qu'on nous avait imposé. On pensait qu'il était génial sur le papier. Il avait des filiales partout à Hong Kong, machin, c'était génial. La réalité, c'est qu'il se foutait de la gueule de nos clients. Donc, encore une fois, pas du tout dans l'ADN. Et il a fallu s'en séparer. Et à chaque fois, c'est très difficile parce que ça nécessite de construire autre chose ailleurs. Et donc, ça nous a obligés à réfléchir, à construire un vrai service sinistre, à développer de l'informatique et finalement à être les meilleurs sur ce secteur-là. Je le dis sans aucune. C'est pas présomptueux ce que je dis, je pense vraiment parce que sur l'assurance voyage, les systèmes n'existaient pas, il a fallu les inventer et qui peut les inventer mieux que nous-mêmes, je pense. Et du coup, voilà, on a créé quelque chose vraiment très très efficace. Et merci Patrick, là encore, de nous ouvrir les yeux sur des choses qui sont nocives et qui nous permettent de donner un nouvel élan. Et là, C'est vraiment on a né dans le guidon de sortir de ça. ouais, bon, c'est le rôle effectivement de l'harmoniste qui est d'accompagner les dirigeants dans ces décisions qui sont difficiles. Mais effectivement, dès qu'il y a une incompatibilité profonde, ça crée des problèmes. On le voyait même pas. Donc tu parlais tout à l'heure de ce client, mais quand on voyait le désespoir des équipes qui souffraient, voilà, et lorsqu'on voit leur banane, lorsque tu avais pris la décision d'arrêter, voilà, le temps que ça a dégagé, l'économie, etc. Puis finalement, vous avez même pas perdu ce client parce qu'il est revenu en faisant un amende honorable. Donc l'histoire est absolument incroyable. Et c'est pareil avec ce fournisseur, vous avez osé doubler votre métier parce que vous étiez courtier d'assurance, vous êtes devenu gestionnaire de sinistre, c'est un tout autre métier. Et c'est ce service du client, cette volonté de permettre aux jeunes de voyager dans des meilleures conditions possibles, donc d'être bien assuré et donc d'avoir une bonne gestion de sinistre qui vous a lancé dans un nouveau métier. Ça a été un investissement colossal d'une année d'investissement informatique et financier, hein, avec des risques. Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui ça paye? Est-ce qu'aujourd'hui tu es content d'avoir géré la gestion de sinistre? Non seulement ça paye, mais je vais te dire, ça nous permet de nous démarquer par rapport aux concurrents, ça c'est certain, et puis ça nous permet de voir l'avenir de façon assez sereine. On est équipé mieux que les plus grandes enseignes d'assurance ou d'assistance voyage que vous connaissez. Ouais, et en plus, bon, Geoffroy ne le dit pas, mais c'était effectivement aussi extrêmement rentable. Il faut bien le dire à un moment donné les mots parce que ça permet de consolider, ça permet de. Vous avez déjà tout le fichier client, vous connaissez le client, etc. Donc c'est beaucoup plus efficace. Il y a eu aussi un moment absolument clé dans l'histoire de Chapka. Ça a été, bien sûr, l'informatique est très importante hein, dans un courtier digital.
Et tu avais Eric qui était quelqu'un un informaticien qui aidait Geoffroy ponctuellement. Donc Eric, c'est un polytechnicien qui gère des centaines de personnes, qui est extrêmement brillant. Et comment une start-up comme Chapka peut convaincre Eric, un polytechnicien qui gère des centaines de personnes, de le rejoindre. Donc tu lui as proposé d'être co-dirigeant avec toi. Donc comment tu as réussi à faire ça? Mais je crois que c'est d'abord il m'hébergeait dans ses locaux, donc finalement on a appris à se connaître et donc il nous a vu travailler et il a vu que finalement on s'amusait pas mal. On était j'avais une bande de lieutenants assez jeunes, hein, ils avaient plutôt entre 22 et 25 ans, 26 ans, que ça rigolait pas mal, que ça marchait. Et comme c'est lui qui avait démarré, enfin je lui avais demandé de créer pour moi un début de site internet, finalement c'était son bébé, son jouet, c'était son mécano, et il était le seul à pouvoir tenir l'informatique. Donc j'aurais pu traiter avec une SS2I à l'extérieur, mais je me suis dit j'ai trop besoin de lui. Et lui finalement, il m'a dit, tu sais Geoffroy, moi les réunions à 500 personnes où on décide, gérer une boîte de 500 personnes avec des réunions toute la journée où on décide du choix des rouleaux de PQ, c'est pas mon truc, je m'y retrouve pas. J'ai plus envie de diriger des grandes boîtes comme ça. Ça me saoule les réunions. J'aime pas les réunions. Bon, donc là on a réfléchi et puis je lui ai dit bah écoute, moi je peux pas te payer, hein, donc je vais te donner des parts de la boîte et ça s'est fait comme ça. Il est venu et là ça a été difficile parce qu'il a fallu quand même le convaincre qu'il avait des propositions partout, hein, donc Patrick a été là aussi pour m'aider à définir le poste. C'était du très concret pour lui. C'était extrêmement. Il n'est pas venu pour l'argent, ça c'est clair. Par contre, il n'en a jamais autant gagné qu'avec nous là ces derniers temps. Enfin, Ouais, je voilà. crois qu'il n'a pas été mécontent effectivement lors de la session de l'entreprise parce qu'effectivement, mais ça a surtout été une très très belle coopération, vraiment formidable et cette capacité à attirer les talents parce qu'il y a une culture, parce qu'il y a une organisation claire, parce qu'il y a un projet, parce qu'il y a une ambiance aussi. Bah voilà, je crois que ça fait partie dans la balance. Ça fait pencher en votre faveur. Parlons de ça, c'est le recrutement. Le recrutement est un problème clé, c'est un problème majeur dans votre secteur. Les jeunes n'ont pas envie de travailler dans l'assurance de manière générale. C'est pas un secteur jugé par eux sexy, alors que c'est un secteur quand même très important. Alors comment faire pour tu as recruté quand même pas mal de monde, il y a pas mal de rotation aussi au service client, c'est normal chez les jeunes. Comment tu fais pour recruter des gens qui sont dans tes valeurs, etc. et pour les attirer? Alors, on a créé un espèce d'univers un petit peu sympathique comment dire, c'est un espèce d'univers assez tolérant, assez comment vous dire. Il y a une ambiance qui est assez spéciale en fait où euh, l'entente est très bonne et on essaye surtout dans les profils de poste de vérifier l'adéquation. Ça, c'est très important de bien écrire les profils de poste. C'est toujours un peu toujours du copier-coller, machin, mais là, quand on a un poste, on essaye vraiment de le définir au mieux dans les valeurs de ce qu'on cherche. C'est-à-dire qu'il faut que les valeurs de simplicité, de réactivité, bien sûr, ça c'est important, de transparence, qu'on soit bien, quoi, moi je cherche pas quelqu'un de super intelligent qui sait tout faire, je cherche quelqu'un qui a envie de progresser, quelqu'un qui va apprendre un métier, quelqu'un qui a envie de prendre des responsabilités. Et donc, on essaye de faire matcher ça avec le profil de poste les personnes qu'on reçoit. On donne leur chance à des jeunes qui n'ont pas fait forcément des grandes études. Enfin, c'est pas le sujet, quoi. Le sujet, c'est est-ce que tu as envie de t'amuser? Est-ce que tu as envie de faire une aventure avec nous? Et c'est vrai qu'à partir de là, ils ont un regard qui est un peu différent. En- Et en- puis surtout, bah, on délègue au maximum. C'est-à-dire quelqu'un qui sait rien faire, on lui dit bah invente. Et ça c'est génial parce que enfin voilà, on a réussi à faire monter les gens très rapidement. Alors c'est facile quand on n'est pas nombreux hein, et que la boîte progresse. Les gens prennent tout de suite des responsabilités, ça monte très vite et on a des très 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 bonnes surprises. Et puis on n'arrête pas de les former, mais ça c'est obligatoire dans l'assurance, mais c'est vrai que le budget formation, on a une formatrice ici à plein temps, on est 40, mais une formatrice à plein temps. On a bon, puis les postes sont assez sympas, hein. On embauche des journalistes, on embauche des graphistes. On avait même embauché une star de la radio, Eric Lange. Lui, il faisait des émissions de radio pendant 2 ans, toutes les semaines, tous les jours, tous les matins, il faisait une émission de radio d'une demi-heure sur le voyage.
Donc il était dans Alors, nos bureaux avec derrière un studio. pour compléter ce que dit Geoffroy, en fait, il est assez humble parce qu'en fait, il y a eu un énorme travail qui a été fait sur toute la chaîne de recrutement avec au départ des annonces absolument incroyables, des annonces où on cherchait le Superman de l'assurance, enfin des trucs très sympas, des présentations du parcours qui étaient vraiment pas très particulières. Et puis, par exemple, le recrutement se fait aussi par les équipes, hein. Les équipes participent au recrutement. Donc, lorsque vous êtes un jeune candidat et que vous voyez pas d'abord un manager, vous voyez pas d'abord le patron, vous voyez votre propre collègue qui vous recrute. Vous voyez, c'est quand même très étonnant quand votre propre collègue vous dit, mais voilà, on est vachement autonome, voilà, on fait ça, on s'organise nous-mêmes dans les équipes, parce qu'il y a un énorme travail qui est fait sur l'autonomie, sur l'auto-organisation des équipes. Bah, ça change vraiment. Donc c'est vraiment, et puis le look des locaux va avec. Enfin, c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de petites choses qui a mis des années à être construites, mais effectivement qui a permis à créer une attractivité et que lorsqu'il y a un candidat qui est bien, qui correspond aux valeurs, eh bien, il a immédiatement envie de rejoindre Chapka et il n'y a pas d'hésitation. C'est le jour et la nuit entre une compagnie d'assurance classique et Chapka. Donc c'est vraiment, vraiment extrêmement différent. Une autre question que j'avais, c'est que bah, au départ, je me rappelle que cette croissance a généré énormément de boulot. Voilà, tu étais toi en front line, tu étais sous stress, hein, on peut le dire, avec voilà, tous ces challenges d'organisation à faire, tous ces challenges tous les jours. Ça n'a pas été facile, hein, tout ce parcours, ça n'a pas été de l'eau de rose tout le temps. Et au bout de 2 ans, un jour tu m'as appelé en me disant écoute, ce qui est formidable, c'est que là, dans les 15 jours qui viennent, mon agenda est libre et grosso modo, j'ai plus rien à faire. Tu me disais en riant, et bien sûr qu'il y avait encore plein de trucs à faire. Mais comment tu as réussi à toi, dirigeant, c'est le challenge d'énormément de dirigeants, de Ouais. garder du temps pour toi et pour faire ton vrai job de dirigeant, et comment tu arrivé à déléguer, outsourcer et mettre les gens en autonomie? Bah, c'est tout grâce à toi. Alors, Oui, non, non, en fait, ouais. tu poses des questions, mais tu as la réponse. Mais globalement, moi, j'étais incapable de déléguer. Enfin, je pense que c'est le tort de beaucoup de managers, sauf peut-être ceux qui ont fait les grandes écoles. Mais en tout cas, moi, je ne savais pas faire. Et je travaillais comme un dingue. Vraiment, je pense que je travaillais trop. D'ailleurs, j'ai eu des problèmes de santé. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Et je sentais bien que la société avait du potentiel et qu'il fallait qu'on insiste, il fallait qu'on y arrive, et je ne savais pas comment. Et c'est là où Patrick, il m'a pris, il m'a dit, c'est quoi ta zone de plaisir? Bah moi, ma zone de plaisir, en réalité, je suis pas sûr que j'adore travailler, donc enfin, j'exagère. Je suis pas sûr que j'aime bien m'amuser en fait dans le travail, et je pense que ça c'est quelque chose de très important pour moi. J'avais choisi le tourisme, c'était un peu pour ça, hein, d'ailleurs. Bon, maintenant je suis dans l'assurance, mais euh, et, euh, et ça, j'avais perdu cette petite flamme qui tous les jours m'amusait parce qu'il y avait trop d'emmerdements, de la compliance, de la compta, des machins, tout ce que j'aime pas. Et là, Patrick m'a dit, mais arrête de faire de ce que t'aimes pas. Et donc, on va structurer la boîte, et on a commencé à m'enlever tout ce que je faisais et que je devais pas faire. Et on est allé chercher des gens qui aimaient la compta, la compliance et autres relectures des conditions générales. Ça a été euh, extraordinaire. Et c'est vrai que je me suis retrouvé assez vite à ne plus savoir quoi faire parce que finalement j'avais tout délégué à des gens qui adoraient ces tâches-là et qui le faisaient du coup très très bien. Le tout, je dirais, encadré par Eric qui lui mettait toute l'informatique autour de tout ça. Et ça a été juste, voilà, là, la boîte a commencé à décoller, mais alors moi, j'avais plus qu'à faire à serrer des pinces ou à faire des émissions de radio sur le voyage ou à faire des trucs qui m'intéressaient. Et je pense que là, ça a été vraiment un coup d'accélérateur. Euh, et le plaisir a été vraiment immense. À tel point qu'un jour, Eric, mon associé, je fais la liaison sur un autre sujet, mais on était tellement bien, Eric et moi, dans nos postes. Eric me dit, tu sais, moi, Geoffroy, je t'en ai déjà parlé, mais j'ai un projet de tour du monde avec ma femme et mes 2 filles. Bon, ok. Alors je me suis dit, là, j'ai commencé à pâlir, à me dire, bon, ça y est, c'est foutu, on va disparaître. Et puis finalement, Patrick m'a dit, mais non, mais réfléchis, ton système, il marche, Eric, il peut travailler à distance. Voilà. Et Eric est parti pendant plus d'1 an en tour du monde, faire le tour du monde, en bateau. Voilà. Et on n'a jamais aussi bien marché que quand Eric était en tour du monde. C'est quelque chose d'assez symbolique, en fait. C'est-à-dire que tout fonctionnait. Les rouages étaient juste bien, tout était bien huilé.
La croissance était là, les gens avaient la banane. Eric nous appelait du bout du monde de temps en temps pour nous montrer des photos ou pour. Mais il continuait à tenir un peu le site internet, bien sûr. Mais voilà, c'était donc on avait quand même recruté 2 informaticiens, au moins un informaticien pour son départ. Mais voilà, ça a été assez extraordinaire. Bah, c'était Donc ça, vraiment. c'est une chose forte qui prouvait effectivement cette espèce de sérénité qu'on avait grâce à cette restructuration. Voilà. Non, mais bravo, parce que ça a été vraiment un chemin incroyable et d'arriver à structurer ce qui n'était pas ton naturel à l'origine et arriver à avoir structuré cette société et arriver à ce que effectivement Eric parte un an autour du monde. Enfin, c'est un truc de dingue. Et bravo, bravo pour l'avoir fait. Alors, il y a une autre étape importante et on a une question là-dessus. C'est à un moment donné, tu as décidé de vendre la société pour des raisons voilà patrimoniales. Il y a l'horloge qui tourne, voilà. La vieillesse, Et oui. là, voilà. Mais tu voulais vendre à un acquéreur qui préserve l'âme de Chapka, qui était quand même très particulière. Alors, comment fait-on pour vendre son entreprise sans qu'elle perde son âme, en fait? C'est en essayant de la préserver. Comment trouver le bon acheteur? Ouais. Alors, déjà, on avait des propositions, puisque dans mon métier, c'est classique que les gros courtiers rachètent les petits courtiers. Et donc, ça faisait longtemps on est constamment dragué pour se faire acheter. Puis à un moment, j'ai décidé, je me suis dit, ouais, ça devient la vieillesse, effectivement, l'horloge tourne, je crois que c'était plutôt ça. Euh, et puis, je voulais pérenniser un peu le truc. Comme j'ai pas d'enfants, etc., je me suis dit, bon, bah, je vais vendre, mais je vais vendre à une seule condition, c'est que on puisse continuer derrière. Quand on dit on puisse continuer, c'est-à-dire que on garde les valeurs de Chapka, rapidité, agilité, simplicité, et qu'on garde surtout notre capacité à être autonome finalement, parce que toute l'informatique est totalement, je dirais, un seul et même programme où tout repose sur ce système informatique. Donc en fait, on ne pouvait pas vendre et dire la compta maintenant c'est là, la production c'est là, le service commercial c'est là. Donc il fallait qu'on reste ensemble. Donc c'était une prérogative, une première prérogative. La deuxième prérogative, c'est que ça soit pas compliqué. Je déteste ce qui est compliqué, et donc on a dit à l'acheteur, bah, nous, on peut bien vendre, mais uniquement si vous avez nos valeurs de simplicité et si cette vente, c'est pas des années de discussion, si c'est clair et net. Donc faites-moi une offre déjà que je peux pas refuser. Bon, ils sont repartis, ils sont revenus une semaine après avec une offre que je pouvais pas refuser. Donc là, je suis allé voir Patrick, j'ai dit merde, je suis obligé d'y aller. donc, euh, donc et Patrick m'a dit, oui, mais on va continuer. Alors, Patrick, qui avait l'habitude du M&A, euh, on a commencé les premières réunions, puis ils sont arrivés au bout de 2 semaines avec un contrat de 180 pages, je crois, hein, Ouais, en anglais. en anglais, ouais. Bon, moi, je suis Incompréhensible. pas, voilà, donc on a pris un avocat qui parle anglais, mais enfin bon, euh, on a dit non. On a dit, ben, j'ai commencé à ouvrir le truc. J'ai dit non. Revenez quand le truc sera plus simple, parce que là, 180 pages, on va pas se tartiner 180 pages pour avec des trucs dans tous les sens et des contraintes dans tous les sens. Enfin, c'est compliqué votre truc, donc non. Donc ils sont repartis. Puis 15 jours après, ils sont revenus avec 80 pages. Ah, donc là, c'était quand même mieux. Et en fait, voilà, ils ont compris les valeurs de Chapka, ils ont compris qu'on voulait ce qu'on aimait, la simplicité, la rapidité, la clarté. Et ça n'a pas été simple pour eux parce que derrière, il y avait quand même des gros cabinets. J'ai vendu à une boîte qui s'appelle Eon, qui est le plus gros courtier du monde, qui est en passe de racheter Grâce à Voix. Donc c'est absolument énorme. Et donc pour eux, ils ont des contraintes de compliance qui sont monstrueuses. Et quand ils nous ont édité, honnêtement, on a eu des félicitations, mais ils n'avaient jamais vu ça. De Price, tous les avocats qu'on avait en face. Je sais pas pour me vanter, parce que là, je pense que c'est plus Eric qui est responsable d'avoir présenté une mariée aussi simple, aussi belle, aussi efficace. Et ils nous ont félicité pour la transparence. Tiens, par hasard, c'est un mot-clé qu'on avait défini dès le départ. Par la rapidité, par la clarté. Ils avaient jamais vu le rachat d'une boîte où il y avait qui était aussi propre en réalité. Voilà.
Aujourd'hui encore, après 2 ans, 1 an et demi, chaque fois que je croise le président qui nous a racheté, il se dit mais c'est dingue, c'était extraordinaire le rachat, comment ça s'est passé. Voilà. Donc ça fait plaisir encore même maintenant, même après. Je sais pas si tu as des trucs à Non, rajouter, mais Patrick. c'est l'exemple type il y avait une question de Monsieur Hanger qui disait est-ce que vos valeurs ont été appréciées par l'acheteur? Ben, évidemment, non, c'est non seulement les valeurs ont été appréciées, mais l'acheteur a été sélectionné en fonction de ces valeurs. Ces valeurs ont été les règles véritablement de l'opération. Lorsque c'était pas simple, comme le contrat dont parlait Geoffroy, bah non, stop, on arrête. Et en revanche, une totale transparence de Chapka, de Geoffroy, d'Éric. Les gars ont tout eu et effectivement une intégration, mais il y a aussi eu des demandes, c'est-à-dire que Chapka a fait des Q&A, des demandes à E.ON, de savoir comment ça va se passer, est-ce qu'on sera à part, est-ce qu'on va garder la marque, etc. Donc c'était pas juste l'acheteur qui faisait son audit sur le vendeur, le vendeur a aussi fait une sorte de mini-audit sur l'acheteur. Donc ça a vraiment été des parties équilibrées, une négociation équilibrée, qui s'est passée en 2 mois et demi, lorsqu'on sait qu'une opération financière c'est entre 6 mois, mais plutôt 9 mois la moyenne. Voilà, donc ça a été extrêmement rapide. Et effectivement, quand vous faites une opération financière dans ces conditions-là, ben, l'intégration se passe beaucoup mieux. Il y a quasiment pas eu de départ. Comment ça se passe l'intégration, Geoffroy, là, depuis 1 an et demi que... C'est le bonheur, c'est-à-dire que je les vois jamais. On a un étage pour nous, on est 40 dessus, rien n'a bougé, on continue à grandir. Ils nous aident à grandir à l'international, ça c'est certain, avec les filiales dans les différents pays. Et puis, ils nous apportent des clients qu'on n'aurait jamais eu par ailleurs. On vient de signer avec Airbnb, donc c'est pas rien. C'est des choses, voilà, c'est juste le bonheur, non seulement ça, mais euh, ils nous donnent aujourd'hui à gérer d'autres business qu'on n'avait pas. Et donc, ça veut dire que non seulement ils sont contents ils nous laissent tranquilles, mais de l'autre côté, ils ont besoin de nous filer du business. Donc, c'est juste le mariage idéal, quoi. Personne n'a été viré. Ils ont racheté une boîte juste derrière nous. Il y avait 40 personnes, il en reste plus que 2, je crois. Donc, c'est clair. Ils ont compris que la boîte marchait sur des valeurs et pas sur juste des clients, quoi. Voilà. Les clients ont aussi les mêmes valeurs, les fournisseurs ont les mêmes valeurs, les salariés ont les mêmes valeurs. Et ça, ce truc-là, ça c'est Patrick qui m'a appris ça. J'en avais pas vraiment. On parle souvent des valeurs, mais tout de suite c'est des idées fumeuses. Ce que j'ai remarqué, c'est que si on se les répète tous les matins et qu'on l'exige tous les matins de la part des salariés, des fournisseurs et des clients même, hein, les clients, il faut aussi qu'ils soient dans l'ADN. Donc, bah, ouais, ça marche. C'est assez incroyable. L'alchimie est dingue. Et on s'amuse. Voilà, on a recommencé à s'amuser. Là, je m'arrête au Covid. au 16 mars 2020. Hein, mais là, c'est un peu chaud quand même. Bon, alors, en tout cas, merci beaucoup, Geoffroy, de ces témoignages. Comment, si tu prends un peu de recul, tu as réussi à créer une culture incroyable et bravo parce que tu as réussi à être droit dans tes bottes dans cette culture, ça a été des choix. Quand tu prends du recul, est-ce que ça t'a vraiment aidé et concrètement, ça t'a aidé en quoi d'avoir une culture aussi puissante? J'ai toujours considéré le travail comme bon, d'abord, on passe beaucoup de temps au bureau et je trouve qu'on doit y trouver on doit y trouver beaucoup de plaisir. Et quand on perd ce plaisir, il faut le retrouver. Voilà, je n'aurais pas pu le faire sans que Patrick m'ouvre les yeux sur plein de choses et notamment cette culture d'entreprise. J'avais pas conscience de cette culture d'entreprise qui en réalité, me disait Patrick, mais finalement ces valeurs-là de transparence, de facilité, de simplicité, c'est un peu toi. Et en fait, j'avais pas conscience. Et je pense que oui, il a raison. Je pense que je suis comme ça. J'aime bien les choses simples, les choses efficaces. Enfin voilà, c'est quand je comprends pas, j'aime pas. Voilà. Donc il m'a mis devant le nez des choses qui sont évidentes et que je n'avais pas vues et pour lesquelles non seulement les clients me faisaient confiance, la transparence, les clients adorent ça. Les fournisseurs aussi me faisaient confiance. Les grandes compagnies d'assurance avec qui on travaille, en fait, on a exigé qu'ils soient aussi dans cet ADN-là, et ça n'a pas été simple, ça, par contre, parce que faire changer des groupes comme Generali, faut s'accrocher. Et puis, les salariés, surtout, ont compris ça, et ils ont été recrutés sur ces valeurs-là. Voilà, donc c'est ça que m'a apporté des harmonistes, hein, et je te remercierai jamais autant, voilà. Bon. Je crois que c'était pas. En tout cas, merci beaucoup, Geoffroy, de ta confiance. Alors, l'idée, c'est vraiment le rôle de l'harmonie, c'est d'aider l'entrepreneur
à se connaître lui-même d'abord. Je pense que Geoffroy vient d'en parler, c'est important. C'est dans ses forces et dans ses faiblesses, dans sa dimension plaisir, comme il l'a dit. À connaître son entreprise intimement, qui va au-delà de lui-même. C'est une personne morale qui va au-delà de voilà, mais qui a des valeurs, qui a des comportements. C'est quoi? Et puis de les décliner, surtout opérationnellement, concrètement. On l'a dit dans le recrutement, on l'a dit dans la gestion des fournisseurs, on l'a dit dans le service client. Donc, et de les décliner à 360 degrés. Donc le rôle de l'harmonie, c'est d'aller se balader un petit peu auprès de chacun des managers et de s'assurer que chacun vraiment le véhicule bien, de créer une dynamique collective aussi. Voilà, donc il y avait moi, mais il y avait aussi Hélène de Saint-Front qui est intervenue. Mais tout ça, c'est pour faire en sorte que ce développement soit plus fluide. Mais finalement, c'est très opérationnel. Et puis quelquefois, il y a des vraies hésitations, hein, comme le dit Geoffroy, ça peut être, il y a des vrais choix à faire. Et bien sûr, c'est le dirigeant qui les fait, c'est pas de soi. Mais l'avantage de la culture, c'est que ça donne un cadre. Dans ces moments difficiles, est-ce qu'on se lance dans la gestion de sinistre ou pas? Ça a été une énorme décision. Est-ce qu'on arrêtait le client ou pas? Est-ce qu'on vire un directeur commercial ou pas? Bah, c'est des décisions qui sont hyper dures, c'est pas noir et blanc, c'est compliqué. Et l'avantage de la culture, c'est que ça vous donne un repère. Je sais pas ce que tu en penses, Geoffroy, mais voilà, ça donne ce réconfort qui se dit, ouais, si je suis vraiment là au service des clients pour que les jeunes parcourent le monde et se fassent plaisir, si je suis vraiment là pour la transparence et la réactivité, eh ben c'est ce qu'il faut que je fasse. Bah, c'est une règle de conduite maintenant, de toujours checker et de valider que ce qu'on fait, c'est dans la droite ligne de ces valeurs-là. Ça nous coupe peut-être d'un certain nombre de choses, ouais, effectivement. Mais il vaut mieux se couper de ces choses-là que d'avoir des trucs toxiques à se traîner et le regretter après. Donc, moi, j'ai appris en tout cas que voilà, il fallait aller dans ce sens-là plutôt que de vouloir envahir le monde. Mais finalement, c'est avec ces valeurs-là qu'on envahit le monde peut-être. Je sais pas. On verra. Une question de Valérie qui pose la question, investir sur la culture d'entreprise est donc rentable? Point d'interrogation. Oui, ouais, c'est cher quand même, mais c'est rentable. Oui, Ouais. évidemment que c'est rentable. Pour moi, d'ailleurs, c'est marrant parce que Eric, mon associé, qui est polytechnicien, il n'avait pas une grande estime pour les consultants. Et quand je lui ai présenté Patrick, il m'a dit quoi, encore un consultant, machin, qu'est-ce que tu t'emmerdes avec ça? Et Patrick est resté 5 ans avec moi et avec Eric. Eric, aujourd'hui, ouais, c'est vraiment, il a compris que les valeurs de l'entreprise, c'est extrêmement fort. Il est adoré de tous les salariés, il est respecté, c'est génial. Et ça, c'était pas dans son ADN du tout, lui, par contre. Et moi, je savais qu'il y avait quelque chose de fort. Lui, il a intégré ces valeurs-là. Maintenant, il a changé complètement, et ça, c'est super. Voilà, donc Donc c'est rentable, ouais, c'est rentable. donc en fait, si on prend un peu de recul, si vous voulez, parce que moi, là encore, l'harmoniste est très humble par rapport à l'entreprise, aux dirigeants qui se battent tous les jours sur le terrain. Et ce qu'a réussi à faire Chapka, c'est d'être très différent d'abord. C'est cette singularité. Geoffroy avait sa façon de faire, qu'il a transmis à Chapka, donc il a sa propre façon de faire, et qui à chaque année, il a rajouté un petit truc de plus, la gestion de sinistre, le service client, etc. Et qui a fait qu'au bout au bout de 5 ans, 6 ans, Chapka était tellement différent, tellement singulier et d'une telle réussite que c'était la référence du secteur. Et donc voilà, donc si vous voulez créer de la différenciation, ben connaissez-vous vous-même, et clarifiez votre culture, assumez-la à fond, vivez-la à fond, comme ce qu'a fait avec les films, l'exemple des films, etc. Le deuxième élément, c'est cette déclinaison à 360 degrés. C'est le décliner dans le recrutement, dans la communication, partout. Si on y croit, ben on y va à fond, mais dans une optique de performance. Et là, le service client est l'exemple type, que ce soit l'ensemble des collaborateurs, y compris les dirigeants, qui répondent au flux d'appels le lundi, bah, c'est extrêmement rentable, évidemment, quoi. Et donc, effectivement, vivre votre culture, ça peut être extrêmement rentable. Et puis, c'est les difficultés, on l'a dit, bah, ça vous aide à être plus fort dans ces difficultés, et puis aussi à recruter. Aujourd'hui, il est très très dur de recruter. Donc, être extrêmement exigeant, vérifier la compatibilité culturelle, donner la chance aux individus. Et puis, à la fin, c'est l'organisation, c'est d'avoir effectivement une organisation claire, des fiches de poste claires, etc. Voilà, chez Chapka, les portes sont toujours ouvertes. Il y a une façon de faire très différente par rapport à ailleurs. Mais voilà, mais ça marche très très bien parce que ben, ça permet même à Eric de partir en tour du monde. Donc, l'un des dirigeants part en tour du monde, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, et ça a été jusqu'à la session harmonieuse de l'entreprise, trouver le bon acheteur et avec une bonne intégration, permettre à l'entreprise de continuer, même encore d'aller encore plus fort, de faire face à cette crise du Covid qui a été hyper violente pour vous. Tu peux peut-être nous en dire deux mots? Je crois que tu as eu une baisse de chiffre à la fin, ça a été Ouais. colossal, quoi. Non,
on fait 30% de ce qu'on faisait en 2019 là depuis 6 mois. Donc là, c'est juste catastrophique pour nous. L'acheteur n'a pas viré une seule personne, c'est-à-dire que toute l'équipe est au complet, les salaires sont payés au complet, il n'y a pas de chômage partiel. Ils nous font confiance, on a plein de projets, on n'a jamais autant bossé et on peut prendre du recul pour bosser sur l'avenir. Donc j'ai de la chance d'être dans un grand groupe qui est riche. Mais je crois que s'ils n'avaient pas confiance en nous, ou s'ils avaient le moindre doute, ça fait longtemps qu'ils auraient viré la moitié des salariés. Parce que là, ça commence à leur coûter cher quand même, ce virus. Et malheureusement, les signes de reprise ne sont pas là aujourd'hui. Ça va durer, en tout cas pour le voyage. Donc, on est encore très soutenu. Moi, je sais on peut leur faire confiance. C'est vraiment ils savent que dès que ça va redémarrer, on va repartir en flèche. Donc voilà, la période est très difficile. Elle a été un peu moins maintenant, mais on va repartir comme des fous dès que ça redémarre. Voilà. Et je pense qu'une dernière question, et puis on va se séparer malheureusement, parce que cette discussion est absolument passionnante. Est-ce que le fait d'avoir une culture d'entreprise vous a permis de mieux passer le confinement? Ouais, alors oui, c'est-à-dire que c'est difficile à dire. On a eu des périodes d'apocalypse, c'est-à-dire on a reçu. Je crois que je vais donner juste un exemple. Les relations avec nos fournisseurs sont des relations en général très tendues. Les assureurs avec qui on travaille sont tendus. Le jour où le gouvernement français, c'était le 26 mars, je crois, a dit aux Français de l'étranger, rentrez en France immédiatement. Mon assureur principal, mon partenaire principal, est venu me voir en me disant Geoffroy, l'épidémie s'est exclue des contrats d'assurance. Par contre, je te donne carte blanche pour payer un billet d'avion pour tous les gens de l'étranger que tu assures. Et donc, il m'a pas donné de limite de dépenses, et donc j'ai payé les billets d'avion qui étaient hors contrat d'assurance, c'était pas couvert par l'assurance, à des milliers de Français. Donc ça a coûté 4 millions d'euros à peu près à AXA. Et donc ça veut dire que je crois que par la confiance qu'on a créée avec ce partenaire assureur, il n'était pas obligé de le faire. Les autres assureurs l'ont pas fait. Et donc je crois que ce lien de confiance qu'on a à travers ces valeurs qu'on partage avec l'équipe d'AXA avec qui je travaille est absolument fondamental. On est exigeant, hein, c'est-à-dire qu'on dit à AXA, on ne travaille pas avec vous si vous n'êtes pas transparent, si vous ne me donnez pas les chiffres dont j'ai besoin tous les mois, si vous n'êtes pas réactif, je ne travaillerai pas avec vous. Donc c'est un cahier des charges, on est très exigeant vis-à-vis de nos fournisseurs et ils nous le rendent bien en réalité. Donc c'est pareil pour les salariés, on est très exigeant pour les salariés. Par contre, inversement, on leur apporte, je crois, cette sérénité, cette joie de travailler, etc. Voilà. Donc, je peux pas dire tellement mieux, mais oui, cette crise et les valeurs pendant cette crise nous ont aidés. Hein, les salariés sont toujours là. Et les équipes, il y en a qui se tournent les pouces, mais ils sont heureux. Et comment se sont comportées les équipes dans cette période-là? Parce que c'est ça, est-ce que tu t'as senti une baisse d'énergie colossale, ou est-ce que tu as senti quand même une équipe soudée? Non. Ouais. Non, je n'ai pas senti aujourd'hui, au contraire, ça permet de prendre du recul, de créer des nouveaux projets, et tout le monde est en ce moment à fond dans des nouveaux projets. Non ouais, alors nous, je peux en témoigner, c'est vraiment un point clé, c'est-à-dire que les entreprises qui ont une culture qui est sur laquelle il n'y a pas eu d'investissement, qui est faible, il y a des grosses difficultés à faire revenir les collaborateurs au travail. Hein. J'étais hier soir dans une association de patrons et vraiment beaucoup des patrons se plaignaient en disant c'est compliqué de les faire revenir bosser. Et puis ceux qui en revanche avaient énormément investi en amont sur leur culture, avaient créé une dynamique, hein, mais c'est pas juste investir sur la culture, c'est aussi créer ces liens humains. On passait la crise de manière absolument formidable, formidable dans un sens, les gens impliqués, les gens solidaires, les gens se souciant des uns des autres, les gens essayant de trouver des solutions et se serrant les coudes, quoi. Donc c'est vraiment un point important. Ouais. Donc Geoffroy, vraiment te remercier pour ce témoignage. Tu nous as envoyé des fleurs, donc c'est vraiment gentil, mais je crois que c'est pas l'objectif. L'objectif c'était, mais je t'en renvoie aussi parce que je trouve que c'était un accompagnement vraiment merveilleux, une coopération de 5 ans absolument formidable. Merci à vous.
Donc voilà, si vous souhaitez vous-même, ou si vous avez des amis qui souhaitent réfléchir sur leurs valeurs, sur leur raison d'être, sur comment mieux incarner leur culture de manière concrète, et vous l'avez vu, là on est extrêmement opérationnel, eh ben, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Vous avez soit par un petit mail, un petit coup de téléphone, et je serai ravi de prendre rendez-vous avec vous pour, voilà, pour voir votre situation. On a développé aussi avec toutes les équipes des harmonistes un outil qui est absolument génial, qui est un outil très simple et qui vaut pas cher du tout, et qui vous permet de mesurer votre culture. Donc on envoie un sondage à vos collaborateurs, et vous avez 1 heure et demie d'harmoniste qui va débriefer ce sondage, et là vous avez vraiment une vision objective, et claire et concrète de l'état de votre culture d'entreprise, et plein de pistes que vous pouvez faire vous-même, plein de pistes de développement et d'amélioration. Donc voilà, donc si ça vous dit de travailler sur votre culture, vous n'êtes pas obligé de lancer voilà, d'investir des sommes colossales, vous pouvez démarrer tout doucement. Voilà, ou sinon rencontrer un harmoniste, c'est toujours des moments passionnants. Et Geoffroy a vu qu'il y avait pas seulement Patrick, il y avait aussi Hélène, et puis il y en a 15 autres comme ça, donc c'est assez sympa. Voilà, Geoffroy, un énorme merci, et merci à vous tous Merci d'avoir à toi. participé. Voilà, et surtout, si vous avez un enfant, ou si vous souhaitez faire un tour du monde vous-même, vous savez maintenant où vous adresser, parce que vous aurez un service, mais alors vraiment absolument extraordinaire, grâce à Chapka. Merci Allez, merci à tous. Au revoir. beaucoup. Merci à vous. Bye bye.